Quentin, oh gros, faut que j'aille pisser, j'arrive. Ok, what's up everybody? Alors aujourd'hui c'est une journée spéciale, un podcast numéro 13 qui est vraiment très spécial parce que pour la toute première fois sur le podcast on a aujourd'hui un invité. Donc c'est pas uniquement moi qui vais parler, mais ce que je trouve bien avec le podcast c'est qu'on peut aussi faire bénéficier et donner de la lumière à des gens qui en valent la peine. Et j'aime beaucoup le storytelling, comme vous le savez déjà. Sur mes épisodes précédents je raconte beaucoup de choses que j'ai pu faire dans ma vie, mais ce qui est encore plus intéressant c'est de combiner ces histoires avec des histoires d'autres personnes que je trouve pertinentes et qui, par le plus grand des hasards, en plus de ça, se trouve être dans ma hometown, donc dans ma propre ville. Donc là, aujourd'hui, je vous introduis tout José Pérez, qui est plutôt a.k.a. Hola Monsieur. Salut José, on va dire plutôt José. Salut Quentin mec, merci de m'accueillir ici, ça fait vraiment plaisir. Et Déjà, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, c'est clair. Mec, le plaisir est mien et je salue tous les musclés qui écoutent ce podcast. Tous les musclés. Alors déjà, première question, José, en France, étant donné que c'est José mais que ça s'écrit José, Si, comment les gens t'appellent généralement? Écoute mon cher, pendant très longtemps, j'étais complexé par mon petit prénom là, je voulais me faire accepter en France, donc on m'appelait José, l'ami José. Et après, au bout d'un moment, j'ai fait non, mais attends, il faut un petit peu sortir du lot là. Du coup, on m'appelle José avec la Jota ou Rosé, comme tu vois, la bonne boisson. Rosé, quoi. Génial. Alors, Rosé, ce qui est super drôle, c'est qu'avec José, on se connaît depuis très peu de temps, mais il s'est avéré qu'on était dans la même ville en fait et qu'on ne se connaissait tout simplement pas. Donc, c'est assez génial du coup d'être tombés l'un sur l'autre parce qu'au final, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 6 mois, juste avant que je parte m'installer en Espagne. Et on a eu la connexion simplement par des connaissances communes. Et ce qui est génial, c'est que grâce à la puissance des réseaux sociaux, tu peux simplement aborder quelqu'un et te rendre compte qu'il est de la même ville, qu'il a les mêmes centres d'intérêt que toi ou que vous pouvez simplement vous complémenter, ainsi rentrer en contact et te faire de nouveaux potes. Et c'est juste génial. Et José, on s'est vu une fois, du coup, en réalité, avant que je parte à l'étranger, du coup, parce qu'on est de la même ville, donc on a pu aller boire un verre ensemble. Et de ce fait, il m'a raconté un peu quelques anecdotes de sa vie et je l'ai trouvée passionnante parce que très différente, très différenciante de ce qu'on peut rencontrer au jour le jour et très inspirante surtout. Donc aujourd'hui, j'ai pas mal de questions pour notre ami José. Notre ami José, oui, On va travailler là-dessus, c'est bien José, exactement. Et José, moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est que déjà j'ai découvert sa chaîne YouTube, donc qui s'appelle Hola Monsieur. Donc de là, je vais lui poser quelques questions qui j'espère seront aussi inspirantes pour vous de votre côté. Et José a une histoire un peu particulière, comme vous pouvez vous en douter. Son prénom déjà n'est pas français, clairement. S'écrit de façon française, mais n'est pas prononcé de façon française. Et José, raconte-nous un petit peu, parce qu'avant d'être entre guillemets connu sur YouTube, d'avoir développé ton concept, d'avoir eu cette idée géniale dans laquelle on rentrera plus dans les détails ensuite, quelle est un petit peu ton histoire? Parce que José, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est vraiment spécialisé dans la positivité, dans le donner confiance à lui-même, mais à travers les autres. Donc donner un maximum de ses expériences pour prendre confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est un sujet qui revient très souvent dans mes questions personnelles, qui semble vous passionner et que je trouve aussi passionnante. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire intervenir José aujourd'hui, parce qu'on aura une vision différente de la chose et des tips and tricks complètement différents et complémentaires de ce que j'ai déjà pu amener sur le podcast. Donc c'est juste génial de pouvoir avoir son expérience. Donc de là, José, quelle est ton histoire, tes origines? Parce que forcément, tu as un prénom à connotation latine. Et explique-moi tout ça, parce que forcément, tu es arrivé en France, mais ça a été un choc pour toi certainement, d'un temps d'adaptation, parce que choc culturel, etc. Donc tu as dû en voir de toutes les couleurs. Et c'est là où vraiment j'ai envie que tu partages ton expérience, parce qu'elle est très inspirante, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui sortent jamais de leur zone de confort, et toi au contraire tu as été obligé d'y sortir et de t'adapter et d'en faire ta force avec le temps. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, pour la petite histoire, moi je suis né au Guatemala. Donc le Guatemala, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste en dessous du Mexique. Donc on mange beaucoup de guacamole, des cervezas, ça c'est pas mal. Mais bon, à 12 ans, on va pas abuser non plus. Et je suis arrivé en France à l'âge de 12 ans parce que ma mère a rencontré un Français
Et mon beau-père, hein, avec la séduction à la française, lui a fait goûter deux, trois croissants, quelques petites baguettes. Et du coup, on est tous décalés en France avec du coup ma mère, ma soeur, moi-même et mon beau-père. Et on s'est installé là. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, mec, c'était une sacrée affaire, hein. Comme tu dis, j'en ai vu un peu toutes les couleurs parce que j'ai débarqué dans le pays, dans l'avant-pays savoyard. Hein. Euh, Hmm. et au mois de décembre, il faisait super froid, il neigeait à l'époque. Oh, j'avais jamais vu la neige de ma vie, j'arrive et on me jette comme ça en plein milieu de l'école. Au bout d'une semaine, je parlais pas un mot de français. Il a fallu un petit peu que Waouh. que je me débrouille, tu vois. Donc Ah, c'était une... excellent. Ouais. Et en fait, ça va quand j'ai eu de la chance parce que j'étais quand même plutôt jeune. Du coup, le français, c'est venu assez rapidement. Et au bout de, comment dire, petit à petit, eh ben, j'ai fait ma vie, quoi, tranquillement. Et je suivais un parcours, on va dire, scolaire typique classique. Voilà, j'étais pas trop mauvais, donc j'avais plutôt des bons résultats. Et c'est seulement vers la fin de ma licence que je me suis dit, non, mais là franchement, le parcours scolaire classique, là, le chemin tout tracé, ça me pète un peu les couilles. La vérité, j'ai pas spécialement envie d'entrer dans le moule. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé, en fait, en parallèle, de lancer la chaîne. Et petit à petit, hein, de fil en aiguille, ça a un petit peu pris. Hein, ça n'a pas atteint une taille colossale, hein, encore, hein, tranquille. Mais ça évolue tout doucement. Et grosso modo, pour faire vraiment bref, c'est ça l'histoire, tu vois. D'accord, ouais. Donc ce qui est génial, c'est que tu es arrivé en plus à 12 ans. Il me semblait, moi, tu vois, de mémoire, il me semblait que tu étais arrivé quand tu étais vraiment tout petit et que tu n'avais pas connu la vie directement au Guatemala. Donc en fait, tu as été poussé vraiment en dehors de ta zone parce que clairement, quand c'est marrant, parce que ça me rappelle le podcast que j'ai fait sur le comment apprendre une nouvelle langue. Mm. La manière la plus efficace, c'est bien sûr d'aller sur le terrain. Et toi, bon, t'as pas laissé le choix. Et c'est ça qui est vraiment le mot-clé parce que tu as plein de gens qui ont le choix de le faire et qui n'ont pas le courage au fond d'eux, qui n'arrivent pas à trouver cette force pour y aller. Mais au final, quand on te laisse pas le choix, T'as pas bah, le c'est choix. là où tu apprends le mieux, quoi. Parce que tu es arrivé à 12 ans, c'est vrai que 12 ans, c'est quand même déjà âgé. Quand tu arrives, donc tu es arrivé en quelle classe? Tu es rentré en Alors quelle classe quand tu es moi, je suis arrivé ici? rentré en sixième. En plein Tu milieu es de l'année rentré de en sixième, ouais. sixième, en plein milieu, et tu parlais pas Non, français. zéro. Et, Waouh, donc ça a été... et Ouais. justement, hier soir, j'étais avec des copains, là, des amis d'enfance de l'avant-pays savoyard, et on en discutait justement, et ils me disaient qu'en fait, c'est vrai que c'était assez ouf, qu'en fait, au bout de juste 4 5 mois, c'était ça, au niveau de la langue en tout cas, ça allait tout seul, quoi. Et pour D'accord. ça, j'ai eu beaucoup de chance parce que, mine de rien, les copains, tout ça à l'école, ça aide beaucoup. Ils étaient là avec moi dès le début, le délégué de classe, il a été avec moi. Il m'a un petit peu accompagné pendant ma scolarité et le fait d'avoir deux, trois copains avec qui discuter, avec qui rigoler et sur lesquels tu peux Hmm. compter, je pense que ça fait la diff, tu vois. T'en avais qui parlaient espagnol ou pas Ah du tout? non, En plus, à cet âge-là, je pense pas, à ouais. la zéro, là, t'es un fou. Attends, Ouais, parce qu'on c'était la commence campagne, la voilà, la vraie, quoi. Ouais, parce qu'on commence la LV2 de toute manière pas avant la quatrième, donc toi qui arrives en sixième, du coup, est-ce que tu as un conseil du coup à donner à quelqu'un qui débarquerait à l'étranger par choix ou par ambition, par envie, et qui vraiment a envie d'apprendre la langue tout de suite le plus rapidement possible? Eh ben, pour quelqu'un qui débarque dans le pays et qui a envie d'apprendre la langue, le plus dur est déjà fait. C'est-à-dire que le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est d'aller sur le terrain, aller sur le pays, tu vois. Et donc ça, c'est la première étape. Donc en gros, le plus dur est fait. Mais après, s'il fallait donner un conseil, moi, je dirais que c'est vraiment le fait de ne pas avoir peur du ridicule et de se tromper, en fait. Moi, je Hmm, le vois avec des membres de ma d'accord. famille, justement, qui viennent un petit peu s'installer en France. Et la chose qui les bloque, eux, pour parler le français, c'est justement le fait qu'ils ont peur d'être ridicules un petit peu. Ils ont peur qu'on se moque d'eux, on se moque de leur accent, alors qu'au final, en tant que locaux, t'es vraiment, au contraire, vraiment super ravi de voir que la personne, elle fait l'effort justement de parler cette langue et qu'elle se contente pas justement de juste prendre son traducteur et de traduire. Génial. Donc peur du Ouais, jugement au départ, c'est quelque chose qui revient souvent en effet. Et j'aime beaucoup je trouve cette phrase très forte quand tu dis, quand vous avez décidé d'arriver sur le terrain, bah, le plus dur est déjà fait. Et je pense que c'est absolument vrai, parce que c'est ça qui demande le plus de coronesse, entre guillemets, que de prendre son billet d'avion, d'y aller. Bon, toi, c'est encore pire, on t'a pas laissé le choix. Mais pour quelqu'un qui a cette ambition et qui est toujours bloqué et qui a un petit peu peur de passer à l'action, bah, dites-vous bien que même si vous ne parlez pas la langue, en effet, le plus dur est déjà fait. Et comme le dit si bien José, la peur du jugement en soi, c'est une peur qui
qui est subjective et qui ne devrait même pas exister parce que c'est simplement quelque chose qu'on s'inflige à nous-mêmes, alors que le local, lui, comme le dit Rosé, il est content. Il est content. Bah, que tu fasses l'effort justement et que tu te pointes pas dans son pays en essayant de parler par exemple l'anglais qui est la langue internationale, en imposant ton anglais, en disant bah, je parle anglais, tout le monde devrait se débrouiller pour parler anglais. Pas du tout. Si tu fais l'effort de parler le local, ce qui est forcément compliqué au départ, moi en tout cas quand je suis arrivé à Valence et que je parlais pas un mot d'espagnol, bah, je savais que l'anglais était ma zone de confort, mais je me suis dit je vais passer pour un gros con si je m'impose avec l'anglais et Ouais, je vais pas progresser quoi au final. Il va exact. falloir que même si je déblatère un espagnol tout pété, eh ben, au moins je ferai l'effort d'eux et les gens me corrigeront et m'aideront. Et c'est là où tu sors de cette pensée de jugement à t'infliger ça tout seul et tu te dis bah c'est de l'expérience. C'est comme quand tu vas à l'école au début, hein, tu fais une dictée, bah, au début tu fais plein de fautes et plus t'en fais, moins tu fais de fautes. Donc c'est toute une question de pratique. Ouais, et en plus, tout le monde est content. Parce que les locaux sont contents que tu parles la langue. Et en plus, toi, t'apprends davantage la langue. Donc, c'est vraiment win-win pour tout le monde, quoi. Génial. Donc du coup, là-dessus, on va jumper sur la question d'après. Mais du coup, on rebondit sur le fait que tu sois arrivé à 12 ans dans le pays. Donc déjà, ça a été compliqué pour toi. Donc tu arrives tout de suite. Tu n'as pas le parcours standard. On t'oblige à apprendre une deuxième langue à 12 ans. On t'a pas demandé ton avis, c'est ton problème. Et de là, quelques années plus tard, tu te chauffes et tu te dis, je vais créer une chaîne YouTube et je vais aider les gens, du coup, à prendre confiance en eux. Qu'est-ce qui en a fait que tu en es arrivé là? Pourquoi est-ce que ça t'a... Quelle a été cette Ah motivation? ben, c'est un sacré... En fait, c'est toute une histoire qui, quand on se rend compte, c'est un petit peu... J'ai l'impression que c'est le chemin logique, la suite logique des choses. C'est que justement, en fait, en arrivant en France, moi j'avais 12 ans. Et il faut savoir qu'au Guatemala, j'étais le petit garçon, entre guillemets, destiné à être un échec, entre guillemets. Pour Ouais, dire les choses comme ça, j'étais ultra timide, j'étais incapable de parler avec les gens, j'étais obèse. Franchement, je devais peser 75 kilos pour 1m40. Euh, d'accord. J'arrive comme ça, j'arrivais même pas à courir. J'étais très maladroit, j'arrivais pas à prendre les choses, je faisais tout tomber. Bref, j'étais un cassos et en plus j'étais nul à Hmm. l'école. J'étais nul. Et en fait, et nul avec les señoritas, avec les filles et tout. Laissez tomber, la cata. Et j'arrive en France et en fait, ça m'a fait un petit, je sais pas, c'était pas quelque chose que j'ai vécu. Je me suis dit, ah ouais, c'est le moment de faire le changement. Mais Hmm. je pense que inconsciemment, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir la même vie que j'avais là-bas. Et en arrivant en France, en plus, il y a un mode de vie vraiment culturel qui est beaucoup plus sain. En France, voilà, il y a la culture du sport, il y a la culture des biceps. Et voilà, à l'école, on fait énormément de sports différents. Il y a pas, ça juge pas. Alors qu'au Guatemala, c'est le foot ou rien. C'est comme ça les pays D'accord. latins, du moins d'Amérique latine. Et en fait, cette culture, ça m'a donné envie, de fil en aiguille, de justement bah, m'améliorer. Et j'ai commencé à faire un peu de sport, j'ai fait un peu de tennis, j'ai fait un peu de hand. Et le sport m'a permis de me remettre en forme, de perdre du poids, de me sentir mieux avec mon corps, etc. Et après, du coup, je me sentais un petit peu mieux avec les gens, etc. etc. Et au fur et à mesure, toutes ces petites victoires que je faisais, le fait d'avoir un 20 sur 20 par exemple en français, je me disais, ah bah c'est bon là je parle français. Et c'était toutes ces D'accord. petites victoires qui s'accumulaient au fur et à mesure qui m'ont trop poussé à justement avoir cette addiction un peu à la progression et toujours au fait de devenir meilleur au jour le jour et d'essayer de faire aussi bah, tirer un peu les copains avec soi et tout le monde évoluer bah, vers un meilleur soi quoi. Et c'est comme ça que ça a démarré et j'ai vraiment toujours été passionné de ça depuis à peu près la quatrième on va dire. Et au bout d'un moment, je réfléchissais justement, tu me dis c'est à quel moment que tu as voulu faire ce changement de carrière. C'est je voyais que sur Internet, il était possible justement de vivre de sa passion, de Mhm. pouvoir créer un petit peu son business autour de les choses qu'on aime le plus. Et je me suis assis, je me suis dit, mais quelle est la chose que j'aime le plus? Vraiment, genre, qu'est-ce que j'aime le plus? Et je me suis dit, moi, ce que j'aime le plus, c'est apprendre dans le développement personnel toutes les compétences, vraiment tout. Tout ce qui touche tant au relationnel ou à la productivité ou au sport, à la santé, au bien-être, à l'état d'esprit, la spiritualité, tout. Et je me suis dit, bah en fait, j'ai envie de transmettre ça euh, par ma chaîne. Et je me suis dit, j'ai une certaine expérience un petit peu dans le développement personnel. Avant, j'étais timide et maintenant, ça va mieux. Et ben, j'ai envie de, pourquoi pas, partager ça sur Internet et éventuellement aider des personnes qui bah, sont dans le même cas que moi ou qui, en leur donnant des conseils, pardon, que j'aurais voulu entendre à l'époque.
D'accord. C'est comme ça que ça s'est fait. Bah, c'est super cool parce que je me dis, là je vais arriver sur cette question, je connais pertinemment la réponse, mais c'est ça qui est génial, c'est est-ce que si tu n'avais pas eu ce forçage d'aller en France, si tu avais dû rester au Guatemala, est-ce que tu penses que du coup tu aurais fait la même chose? Ah bah jamais de la vie. Non mais moi c'est pour ça, j'ai même un tatouage qui représente en fait mon arrivée en France parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce déclic de la France quoi. C'est en mode je suis arrivé là, c'est un peu je refais ma vie quoi. Et Hmm. si j'étais resté là-bas, je serais resté en fait entre guillemets sous possession, hein, pour dire les choses d'une manière un peu dramatique, bah justement de la société là-bas, de la culture de là-bas et aussi l'emprise un peu familiale. Parce qu'il faut dire que je viens d'une famille un petit peu old school où mes grands-parents ils aiment bien nous imposer ce qu'on va faire et c'est comme ça que tu la fermes. Et ici, D'accord. voilà, et c'est ici, j'avais mon beau-père qui était lui trop top. Il dit, mais fais ce que toi t'as envie de faire, vas-y, n'aie pas peur, fais. Et c'est ça qui a vraiment, je pense, fait toute la différence. Mais je suis certain que si j'étais resté là-bas, mais là je ferais 150 kilos, mon ami. Hmm. Et je D'accord. serais super un peu bloqué, j'aurais fait le petit parcours classique. Donc tu mentionnes ton beau-père qui du coup a eu un rôle au travers de ces décisions-là. Comme tu dis, il te dit fais ce que tu as envie de faire. C'est quand même mine de rien quelque chose qu'on retrouve pas si souvent que ça. Parce que j'ai remarqué que le dogma était un petit peu de faire plaisir à ses parents. Quand on fait des études, on est toujours poussé par les parents à faire des études pour avoir un bon job et pour être indépendant et Mm, gagner sa vie. mm. Et dès qu'on veut prendre une route un petit peu alternative, bah, je sais que sur beaucoup de cas, bah, les parents ils sont pas très chauds. Ouais, Ça les enchante pas ouais, ouais, spécialement. j'ai eu beaucoup de chance ouais, à ce niveau-là. Mon beau-père, il a toujours été en mode, faites-vous les... Il disait comme ça, les gosses, faites ce que vous voulez, là, arrêtez de me casser les couilles. Mais voilà, il nous poussait à faire ce qu'on voulait vraiment. Mais par contre, Ouais. c'est-à-dire que d'un autre côté, j'assurais derrière au niveau résultats scolaires et académiques, quoi. C'était Mm. pas j'étais un D'accord, cancre, ouais. je faisais n'importe quoi. C'était en mode j'assurais. Et du coup, bah, c'était en mode, bah, allez, détends-toi un petit peu, va faire aussi ta vie. D'accord. Donc il t'encourageait à aller faire ce que tu voulais toi de ton côté, sans jugement, peu importe ce que tu voulais faire, Hmm. ça lui importait peu tant que toi tu étais heureux dans ce que tu faisais et épanoui. Exactement, et ça me fait penser justement à la muscu. Le jour où j'ai décidé de m'inscrire à la salle, pour moi c'était un sacré cap, hein. Parce que je Ouais. voulais m'inscrire, mais à l'époque, quand je me suis inscrit, c'était pas encore développé sur les réseaux comme c'est aujourd'hui. Du coup, je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que faire de la muscu c'était mal vu. C'était un petit peu. Hmm. Voilà, je sais pas quelle image j'avais un petit peu négative de la muscu, et j'avais peur de justement ce que mes parents allaient dire si je leur demandais si je pouvais m'inscrire. Et, euh, et ils m'ont dit, mais vas-y, fais, fonce, va à la muscu, et va faire de la gonflette, À il m'a quel dit. âge c'était? Moi, À quel âge? je me suis inscrit à 17 ans, moi. Ah oui, c'est quand même relativement jeune. Ouais. Je me souviens que moi, mes parents m'avaient interdit d'y aller avant un certain âge. Mais oui, d'accord, je comprends bien. Ouais. Excellent. Mais ça, c'est vrai que c'est pas mal et ça pète encore un mythe de la musculation qui est il y a certains parents qui ont peur parce que apparemment ça arrête la croissance, etc. Bon, on va Ouais. pas rentrer là-dedans aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est un mythe qui est relativement commun et je sais que moi, ma mère voulait pas que je m'entraîne au départ avant mes 18 ans parce qu'elle pensait que j'allais pas grandir, quoi. Du coup, que ça allait bloquer ma croissance et que ça allait pas être bon pour moi. Même aujourd'hui, quand elle voit la cadence à laquelle je m'entraîne, elle me dit t'en fais trop, ça sert à rien, bon, etc. Bon, c'est son point de vue, mais après, elle m'interdit pas de le faire, donc quelque part, bon, en même temps, quelque part, j'ai 30 ans, donc ce serait un peu dommage qu'elle me l'interdise. Mais c'est cool. Alors, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore compris, parce que je ne suis pas du tout rentré dans le détail et je pense que tu sauras l'expliquer mieux que moi, tu as ta chaîne YouTube aujourd'hui, bon, déjà depuis combien de temps? Là, ça fait un peu plus de 2 ans, on va dire 2 ans et demi. 2 ans et demi que tu l'as lancé. Et qu'est-ce que du coup tu y fais exactement sur cette chaîne? Alors, on va dire, je vais essayer de résumer ça. Mais à la base, sur la chaîne, je traitais beaucoup sur le style vestimentaire pour les hommes. Parce que Mhm. justement, j'ai vu que c'était quelque chose qui n'était pas traité sur YouTube. Et d'un point de vue marketing, je trouvais ça plus pertinent de partir sur quelque chose qui n'était pas encore fait, plutôt que de commencer à faire tout et n'importe quoi. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à faire des vidéos sur le style masculin pour aider justement les gars à prendre davantage confiance en eux et se sentir mieux dans leur peau. Parce que voilà, c'est un outil comme un autre, hein, parmi tous les outils qui existent, pour voilà, se sentir bien dans son corps et être à l'aise socialement. Donc j'ai commencé à parler un petit peu de style. Après, j'ai également parlé un peu de tout ce qui est grooming pour hommes, à savoir prendre soin de Mhm. soi, etc., sa coiffure,
à se faire un peu beau gosse, tout ça. Et de fil en aiguille, j'ai parlé un peu plus de justement compétences sociales, de langage non verbal. Et puis Mhm. petit à petit, après, je parlais de sujets plus complexes comme la confiance en soi, l'estime de soi et, euh, et tout ce qui touche en fait maintenant à à la masculinité, à l'homme. Et en fait, grosso modo, c'est une chaîne pour les mecs où, en gros, on est ensemble et on se pousse les uns les autres, les uns les autres pour devenir meilleurs. C'est ça un peu l'idée de la chaîne. D'accord. Jouer sur la communauté, ouais, pour que les gens se retrouvent les uns avec les autres ayant le même problème au final. Donc c'est vrai que c'est pas mal parce que tu te rends compte qu'au final, t'es pas le seul touché quand tu trouves un endroit auquel tu appartiens et auquel les autres sont touchés par le même, entre guillemets, problème que toi. Et c'est là où il y a la solution, quoi. Donc Et c'est... c'est ça qui est dingue, et c'est ça qui est super beau, je trouve, des réseaux. C'est que moi, j'ai toujours cru que j'étais un espèce d'alien. Genre, je me disais, mais personne lit les livres comme ça de Napoléon Hill. Je me disais, mais je sors d'où là? Tu sais, je trouvais personne comme ça. Mhm. Et en fait, après, avec le temps, j'ai rencontré deux, trois personnes. Je me suis dit, ah, mais ouais, en fait, je suis pas tout seul. Et après, on voit sur les réseaux qu'il y a plein de personnes qui pensent pareil, qui sont, voilà, qui lisent des livres pour s'améliorer, etc., qui sont dans cette démarche de positivité et de développement de soi. Et en fait, c'est ça qui Mhm. est magnifique, c'est qu'avec Internet, bah, on peut justement créer une communauté de personnes qui ont la même vision et qui ont envie de marcher bah, dans la même direction, quoi. D'accord. Et ça, je trouve super stylé, justement, Internet. Et c'est comme ça, d'ailleurs, bah, qu'on s'est rencontrés, hein. Ouais, C'est vrai, absolument, parce qu'en plus, comme tu le dis, tu lis donc ces livres, etc. Moi, j'étais un peu dans le même concept quand j'ai vécu mes 3 ans en France, là, récemment, et on se connaissait pas. Et c'est vrai que ça aurait été dommage de se louper, entre guillemets. Et bah, grâce aux réseaux sociaux, quelque part, on s'est trouvé comme ça. Et je pense au titre de ta chaîne qui s'appelle Hola Monsieur. Du coup, ça t'est venu comment ça? oula, bah ça, tout simplement, je savais déjà de base que je voulais faire une chaîne axée pour les hommes. Du coup, je me Ouais, suis dit, bah, mettre monsieur, hein. Et hola, parce que justement, bah, comme je suis guatémaltèque, etc., je parle espagnol, je me suis dit, bah, c'est cool, ça fait un petit clin d'œil pour mes origines. ouais. Donc, ça fait hola, monsieur, ça fait un petit combo qui passe bien, Moi, quoi. je trouve ça génial. Moi, quand je suis tombé dessus, je me suis dit, putain, c'est vraiment pas bête. Déjà, tu as su nicher ta chaîne, ce qui est très important de faire parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de problèmes, moi y compris, hein, quand j'ai lancé ma chaîne qui n'a jamais monté, elle a quoi, 6 000 abonnés aujourd'hui. Je me suis jamais posé la question de je vais nicher et je vais. Moi, je voulais aider tout le monde. Hmm. Et j'ai remarqué que c'était aussi le problème en voulant aider tout le monde, on aide personne au final. Et le fait de nicher, d'aller. Là, toi, tu as tout de suite écarté les femmes et tu as écarté, entre guillemets, les hommes qui avaient confiance en eux. Donc, du coup, tu t'es retrouvé avec une niche d'hommes qui étaient là, prêts à t'écouter et à qui tu savais parler avec un message précis. Ouais, c'est ça. Et je trouve que ça, c'est ça, le secret, j'allais dire. Parce que c'est bête que j'emploie ce mot-là maintenant, parce que juste après, j'allais te demander, d'après toi, quel est le secret qui a fait ta réussite sur cette plateforme? Bah, déjà, c'est vrai qu'il y a ça. Évidemment, il y a un petit peu le positionnement. Après, réussite, il y a réussite et réussite, hein. On va rester les pieds sur terre, c'est quand même ça. C'est pas non plus. Non, on n'a pas encore atteint des sommets. Mais par rapport aux résultats que j'ai eu, c'est vrai que le positionnement, déjà, forcément, ça aide. Parce que le fait de faire quelque chose qu'il n'y a pas, ça, je pense que c'est vraiment le truc le plus important. Faire quelque chose que les autres n'ont pas encore fait. Et c'est pas forcément un sujet. Par exemple, on peut très bien parler de musculation et est totalement différent. Ça peut passer également par la Hmm. personnalité. Et je pense qu'un point fort, en tout cas, de ma chaîne, c'est un peu la personnalité, mine de rien, que je dégage dans les vidéos, les Ouais, blagues, tout ça, quoi. Parce que les abonnés, je leur en parle parfois dans les groupes privés. Et on dit, les mecs, si je fais une vidéo sur ça, ça vous plairait? Fais, mais de toute façon, fais ce que tu veux comme vidéo. tu nous fais marrer, quoi. Voilà, tu nous fais rigoler. Et c'est un peu ça aussi. Je dirais ça C'est génial. et le fait de franchement pas laisser tomber. Parce que y en a eu des jours où tu te dis, putain, tout ça pour ça, faut garder la vision, quoi. Ouais, ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que c'est pas évident et je comprends totalement ce que tu veux dire. Parce que c'est vrai que moi, j'ai une chaîne YouTube depuis 3 ans et demi, quelque chose comme ça. J'ai dû uploader une centaine de vidéos, un peu plus que ça, et ça a jamais décollé. Donc Mm. c'est 6 000 abonnés et là, tu te dis, ah, ça fait chier quand même. Tu vois, Ouais, le boulot qu'il y a derrière en plus. quand t'en as qui font 3 4 vidéos et qui explosent, tu te dis, ah! Mais bon,
c'est là où je pense qu'il faut pas rejeter la faute sur le monde et se dire c'est sûrement de ma faute. Ouais, J'aurais c'est ça. peut-être dû faire les choses différemment, se remettre en question. Je pense que la remise en question aujourd'hui est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on a souvent tendance à rejeter la faute sur le monde et c'est marrant parce que ça rebondit sur le podcast numéro 11 ou 12, je sais plus, où je dis que parfois le problème c'est toi et de se dire que souvent on rejette la faute, c'est la faute de tout le monde, c'est pas de notre faute. Ouais, Et au final, en faisant ça, on n'avance pas parce que tant qu'on se remet pas nous en question, bon, on n'arrivera jamais à nos fins. exactement, Et ouais. ça, je trouve que c'est un message très important et que toi, tu as su faire. Et que, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le fait d'être arrivé comme ça du Guatemala à 12 ans, de devoir apprendre une nouvelle langue, de te lancer sur YouTube, est-ce que ça a été une force pour toi? Comment est-ce que tu penses que c'est perçu? Alors, justement, ça, c'est un truc super important. C'est vraiment cool qu'on en parle. Parce que souvent, euh, à la base, moi, je le voyais pas du tout comme une force. Et c'est pour ça qu'au Hmm. début du podcast, je vous ai dit, bah, au début, j'aimais bien qu'on m'appelle José. J'aimais bien qu'on Ouais, m'appelle José que pour m'intégrer, en fait, pour en gros, ne pas être différent, pour être un petit peu comme tout le monde, pour être dans le moule. Et je pense qu'on a tous, en fait, notre place dans la société, on a tous un peu une mission à accomplir. Et, entre guillemets, c'est à nous de la trouver, mais le seul moyen de le faire, c'est de vraiment assumer pleinement qui on est et justement faire de nos défauts, entre guillemets défauts, bah, notre plus grande force. Parce que finalement, c'est ce qui fait qu'on est différent, c'est ce qui fait qu'on est unique et c'est ce qui fait toute la différence du coup lorsque bah, on va donner un message bah, au monde, quoi. Et ouais. tu vois, et je trouve ça super super important parce que souvent je vois des personnes qui me disent ouais mais José, moi je peux pas trop avoir confiance en moi, tu vois, parce que je suis petit. Je suis petit ou moi j'ai un QI trop élevé et j'arrive pas en fait à avoir des discussions normales avec les gens parce que je suis trop ils me saoulent, ils sont J'ai fatigants. un QI trop élevé. Je te jure. Et je leur dis non mais mec, en gros c'est ce qui fait que tu es unique et il faut que tu trouves un moyen, en fait, accepte ça. Commence par déjà accepter qui tu es, comme tu es, avec ton passé, ton background et bah, justement tes Mhm. idées. Et ensuite, élabore et pars à partir de là, quoi. Accepte-toi comme tu es et évolue par la suite. Et fais de tes défauts une force, ça c'est super important. C'est génial que tu dises ça parce que c'est quelque chose auquel je m'étais pas vraiment. Enfin, c'est une question sur laquelle je m'étais pas vraiment posé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est début de semaine, on est quoi, samedi, début de semaine ou semaine dernière, j'écoute beaucoup Gary Vaynerchuk, moi, Ouais, en podcast. Et j'adore ce qu'il dit parce qu'il est très cash. Il prend pas des pincettes et moi, je déteste le formal, enfin le formel et les pincettes justement de tout de suite fais attention comment tu parles, etc. Lui, il jure tout le temps. ouais, Donc lui, il envoie des fucking fuck tout le temps. Et apparemment, il se faisait bâcher là-dessus aussi. Au bout d'un moment, il a dit, mais je ne peux pas faire ça. ouais, ouais, C'est qui je suis. Je suis comme ça et pas autrement. Et c'est ce qui fait la puissance de mon message aussi. C'est mon langage, c'est comme ça que je suis. Et si ça plaît pas, bah tant pis. Et en même temps, il fait ce show qu'on appelle le Tea with Gary V, où dedans, il fait intervenir des jeunes qui ont des questions pour lui. Et il y en a un qui a eu, qui est intervenu, qui était de Floride, je crois, et qui en fait est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Et c'est vrai que ce syndrome est un peu incompréhensible et il a pas mal de. Les gens ont des tocs qui peuvent être très différents d'une personne à l'autre. Et je sais que moi, quand on me dit Gilles de la Tourette, je vois les stéréotypes, c'est genre le mec qui d'un coup explose et dit des insultes comme ça, tu sais. ouais. Enfin, ne peut pas les contrôler. Au final, c'est des tics nerveux, mais c'est pas forcément ça. Et lui, il avait des glitches un petit peu quand il parle, d'un coup, tu sais, il y a un clic comme ça fait, il s'arrête de parler, il repart. Et ça le mettait vraiment inconfortable. Il arrivait pas à prendre confiance en lui par rapport à ça. Mais pourtant, c'est vrai que je me suis aussi fait la réflexion quand il parlait à travers le micro pour intervenir avec Gary. Attends, je vais essayer de fermer la fenêtre parce que je sais pas si tu entends. Mais il y a la scie sauteuse, enfin la scie circulaire dans la rue qui a recommencé. Et en fait, ce mec avait une voix qui passait trop bien derrière un micro. Mais vraiment, une voix, je sais pas comment expliquer, très virile. Enfin, elle Chaleureuse. passait chaleureuse, ouais, ça doit être ça. Et il complexait vachement sur ce cas-là. Et Gary lui a dit, mais pourquoi est-ce qu'au lieu de paniquer comme ça quand tu vas voir des clients et de te dire directement d'entrée, c'est foutu, le mec va voir mon tic et va me juger tout de suite et du coup bah, la vente elle est grillée, pourquoi est-ce que tu n'en fais pas ta force? Parce que dis-toi bien qu'il n'y a que toi qui as ça, en tout cas, enfin, je veux dire, c'est pas commun. Et Gary lui disait, tu vois,
tu fais chier parce que moi, j'aimerais avoir ce que tu as. Parce que ça me rendrait différent. Ouais. Parce que j'ai pas envie d'être comme tout le monde. Et le fait d'être différent, peu importe cette faiblesse, que toi, tu vas considérer comme une faiblesse, la considérer comme une faiblesse, c'est qu'une question Point de vue. de positionnement. C'est qu'une question de point de vue, exactement. Donc, si tu décides, toi, de le considérer comme une faiblesse, ce sera une faiblesse. Si tu, au contraire, essayes de le considérer comme une force, tu peux tout à fait en faire une force. Et après, c'est à toi, tout est subjectif, en fait. C'est comment tu perçois la chose, c'est une question de perception. Et à travers ça, j'ai vite vu que ça a eu un impact énorme sur lui. Et il lui a dit, en plus, écoute, tu as une voix de sexy dude, il lui disait... et il disait, regarde, tu as une voix qui est géniale en plus de ça, utilise ça à ton avantage et tu y arriveras. Si toi, tu prends la confiance en te disant que c'est une force et pas une faiblesse, ça va se retranscrire, ça va se communiquer à travers ton body language, ton langage corporel, à travers toutes ces choses, toutes tes méthodes de communication. Et les gens, pareil, leur perception sera différente. Les gens... Ils verront que toi, tu vois ça comme une force et pas une faiblesse et respecteront ce choix-là. Et du coup, tu n'auras absolument pas à avoir peur de ce défaut, entre guillemets. C'est ça, les gens le voient comme justement comme une force. Et en plus, ce qui est magnifique au final, ce qui est le plus important, c'est que toi-même, tu es plus heureux. Toi-même, tu es plus épanoui. Parce que tu vis vraiment comme tu as envie d'être. Tu es comme tu es censé être et du coup, tu mets pas un masque. Et ça, c'est super bien parce que moi, je me souviens, je me suis beaucoup posé la question justement, et c'est justement Gary Vee, je pense que c'est le même épisode que j'ai écouté parce que, qui parlait justement de le fait qu'il insulte tout le temps et tout. Et moi, je me posais beaucoup de questions, je me disais, ouais, mais peut-être que si je suis plus pro dans mes vidéos, peut-être que si je fais moins de blagues, peut-être que si je suis plus posé, ça marchera, j'impacterai plus de personnes, j'aurai plus de crédibilité, etc. Et j'ai un peu essayé pendant 2-3 vidéos de faire ça, mais mon Dieu, j'avais l'impression que j'avais vendu mon âme au diable. Ah, laisse tomber. Et je dis non, laisse tomber, si c'est pour faire ça, c'est pas la peine, quoi. Et au final, en parlant avec ma communauté, ils m'ont dit, justement, c'est la personnalité qui fait la diff, quoi. Tu vas rester toi-même, quoi. Ouais. C'est génial, ouais, parce que c'est vrai que ça me parle beaucoup, ça, parce que moi, quand je suis rentré de l'étranger, les 3 ans que j'ai passé en France, là, les 3 dernières années, j'avais beaucoup de problèmes pour m'exprimer en français. À croire ou non, mais je parlais tellement jamais français quand j'étais à l'étranger que l'anglais me venait avant. Et je pensais en anglais, je rêvais en anglais, c'était devenu vraiment ma langue maternelle limite. Et quand je suis rentré en France et que du coup, moi j'avais commencé mes vidéos YouTube en anglais au départ, et quand je suis rentré en France, j'ai remarqué que les Français, ça leur plaisait pas tellement, qu'au départ je faisais mes vidéos en français et je me faisais chier à faire des sous-titres en français et que les gens s'en branlaient, très clairement. Donc je me suis dit, bon, on va essayer de s'exprimer en français et de voir ce que ça peut donner. Et je me suis exprimé avec un français dégueulasse. J'arrivais pas à trouver mes mots, c'était infernal, surtout les toutes premières. Et après, avec le temps, ça commençait à aller mieux. Mais étant donné que moi, j'ai fait mes études de fitness à l'étranger et que je parle fitness majoritairement sur ma chaîne, forcément, il y a beaucoup de mots anglais qui se glissent dans mon discours. Et c'est là où je me suis aussi confronté à certains profils qui détestent ça et qui, du coup, ne se gênent pas pour te le faire savoir. Et il y a tous les gens qui aiment et qui apprécient, et ils te le disent pas spécialement. Tu vois, par exemple, les gens à qui ça déplaît, ils vont te le dire. Je sais pas si toi, tu as eu du négatif. C'est toujours comme ça, c'est de la nature humaine. Et de ce fait, j'ai été beaucoup comparé à Jean-Claude Van Damme, ce genre de choses, ou même Jean-Claude Van Damme n'en fait pas autant, tu vois. Arrête avec ton franglais, tu nous fais chier. Et là c'est vrai que moi, ça m'a atteint. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais merde, ma chaîne, peut-être qu'elle monte pas à cause de ça, parce que les gens détestent ce que je fais. Et je me suis remis pas mal en question. Mais au final, j'ai aussi accepté à m'accepter comme j'étais moi. Et je me suis dit, mais c'est moi, c'est qui je suis. Je fais pas d'effort pour faire du franglais pour faire l'américain. C'est juste que je m'exprime comme ça. Et qu'avec mes expériences passées, c'est des traces de ces expériences passées, c'est mes cicatrices, entre guillemets, qui font qui je suis et qui ont tracé mon caractère. Et du coup, je me suis dit, mais arrête d'essayer de faire des efforts pour parler français, tu vois, parce que déjà, tous les exercices en musculation en français, je ne les connais pas. Et j'arrive jamais, tu vois, par exemple, quand on va me dire des tractions, par exemple. Moi, dans ma tête, tout de suite, vient les pull-ups. Sous des choses comme ça, le tirage vertical.
Tu vois, en français, c'est toujours comme ça, tirage vertical, tirage horizontal. Pour moi, c'est un lat pull down. Et à chaque fois, je me faisais éclater dans les commentaires parce qu'on me disait, mais enfin, tu nous emmerdes. Putain. Et c'est très dur à encaisser. C'est vrai que ça pousse à l'abandon. Et quand on décide de se mettre sur Internet, on décide justement de s'ouvrir au monde. Et on prend aussi le risque de se faire beaucoup critiquer. Comment toi, est-ce que tu as perçu ça quand tu t'es lancé? Alors, bah déjà, quand je me suis lancé, j'étais quand même conscient que c'était une éventualité, ça. À Ouais. l'époque, voilà, on savait que sur YouTube, ça clash pas mal. Et comment je l'ai vécu, en fait, moi j'ai de la chance. J'ai vraiment de la chance parce que j'ai une communauté vraiment stylée. Du coup, j'ai pas trop de commentaires de haters, quoi, et de commentaires négatifs. Mais c'est vrai que quand ça arrive, en fait, j'ai un peu de l'empathie pour la personne, en fait. J'ai surtout ça. J'ai de la Hmm. chance d'être arrivé, entre guillemets, à ce niveau, hein, entre guillemets. Mais c'est que quand une personne, en fait, m'envoie de la négativité ou m'envoie des commentaires voilà, négatifs ou me clash ou quoi que ce soit, je me dis simplement que cette personne, elle a un autre point de vue, tu vois. Elle a une autre façon de voir le monde. Et elle a sa propre vie. Elle doit avoir sûrement beaucoup de difficultés. Elle doit peut-être se sentir mal avec elle-même. Et j'ai juste un petit peu, bah, d'empathie et je me sens un petit peu mal pour la personne. Je me dis, ah là là, je me dis, le pauvre, où est-ce qu'il doit en être aujourd'hui pour justement venir me clasher parce que pour me traiter un peu de mariole dans une vidéo où je rigole un peu trop, tu vois. Hmm. Donc prendre Euh, le temps de voilà, dépenser de l'énergie clairement voilà, pour d'une écrire quelque manière chose de négative. négatif. Et en fait, je me dis juste que voilà, c'est peut-être que cette personne, elle a une autre façon de voir le monde, elle a une autre façon de concevoir les choses, elle est peut-être pas touchée par mon message d'une manière positive. Je me dis, bon voilà, ok, c'est pas grave, tu vois, et Hmm. vite à autre chose. D'accord, je comprends. Mais c'est top hein, de réagir comme ça. Du coup, tu es capable de faire un pas en arrière et de regarder le bigger picture, tu vois, de Ouais, tu regarder prends un vraiment peu du recul, ouais. l'ensemble, et de te dire, ouais, tu prends du recul, ouais, c'est le mot que je cherchais. Et c'est toujours moi je dis take a step back. Yeah, man! Et après, du coup, quand tu le traduis littéralement, ça fait tu fais un pas en arrière, mais ça veut rien dire en soi. C'est tu prends du recul, exactement. C'était ce qui me manquait. D'accord. Donc ouais, toi, tu as été capable de prendre du recul comme ça très rapidement et de te consacrer. En fait, ça t'a jamais découragé, ça. Non, le négatif, non. Non, 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 ça va. C'est ce qui me décourage plus, pour être tout à fait honnête, c'est le manque de positif parfois. Hmm. Parce qu'on est habitué parfois à recevoir, je sais pas moi, toute la pelletée de messages quand tu postes une vidéo ou un certain nombre de vues. Et c'est vrai que ça, c'est un truc sur lequel je travaille en ce moment, mais c'est me dire que c'est pas grave si une vidéo ou un épisode, par exemple, pour toi de podcast ou de quoi que ce soit, ou une photo sur Instagram, elle performe d'un point de vue statistique moins bien que les autres. Je me dis que c'est pas Hmm. très grave parce que j'essaye de me dire c'est pas grave. Parce que c'est vrai qu'on est toujours affecté, on se dit mais putain, cette vidéo, j'ai bossé 5 fois plus que les autres, elle Hmm. apporte 10 fois plus de valeur que d'habitude et il n'y a pas de vue. Et c'est vrai que Il y a moins ça crée d'impact, ouais. une espèce de frustration. Et ce que j'ai fait un peu pour lutter contre ça, c'est que, en gros, j'essaie à chaque fois d'être fier du contenu que je poste. Quoi que ce soit. Et j'essaie Peu toujours importe d'être l'outcome. en fait, d'être satisfait du travail que je fais. Et du moment que je suis satisfait en fait du contenu produit et de ce que j'apporte au monde, et bah, ça me permet de justement, si jamais la vidéo ne performe pas comme d'habitude, et elle performe moins bien, Hmm, hmm. et bah, ça me permet de justement me dire, bah, c'est pas grave, tu vois, parce qu'au final, j'aime ce que j'ai fait. Et si moins de personnes l'ont vu, bah, c'est pas si grave, parce que celles qui l'auront vu, si ça se trouve, bah, elles auront été impactées par ce message que justement, moi, me tenait plus à cœur. Excellent. C'est génial comme point de vue, j'aime beaucoup. J'espère que ce sera retenu par le plus de gens possible. Et c'est vrai que bah, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, parce que j'ai vu là déjà, par exemple, Instagram, aux États-Unis et dans d'autres pays, ils ont supprimé les likes. Parce qu'ils ont remarqué que le contenu devenait posté en fonction de ce qui marchait. Ouais. Ah Donc ouais, c'était ça. pas réellement ce que au fond de toi tu avais envie de poster, mais tu postais simplement ça parce que tu savais que ça allait faire des vues. Yes. C'est un peu le cas sur YouTube. Ce qui se fait, entre guillemets, le putaclic, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc il y a beaucoup de gens qui jouent sur le drama, ce genre de choses, parce qu'ils savent que ça marche, mais ils ne le font uniquement parce qu'ils savent que ça marche, en fait. Ouais. C'est ça que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que si on n'avait pas accès à ces statistiques, entre guillemets, bah, on posterait ce qui nous tient à cœur, nous. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir ce podcast, parce que, bon, déjà sur Instagram, j'ai vu, enfin, je sais pas si c'est dû à l'algorithme ou c'est dû à que les gens se lassent de ce que je fais ou autre, mais j'ai vu toutes mes stats
divisé par deux. Mes vues de story, mes likes, tout a été divisé par deux. Et c'est vrai qu'au début, tu as du mal à l'encaisser. Tu te dis, ah, c'est incroyable. Déjà, mon compte était monté jusqu'à 18 000 abonnés. Et après, il s'est mis à complètement stagner, à ne plus du tout monter. Et du coup, tu comprends pas pourquoi. Parce que tu dis que pour le moment, enfin, jusqu'à présent, tu avais une montée organique qui se passait très bien. Je faisais des 1000-1500 likes par photo à l'époque. Et j'attachais beaucoup d'importance à ces likes-là. Et avec le temps, j'ai appris à me détacher de ça aussi parce que je me suis aperçu que ça n'apportait rien et que c'était juste de la vanité. Et c'est vrai qu'en Europe, ils n'ont pas encore enlevé ces likes, mais j'aimerais vraiment qu'ils le fassent pour que les gens prennent conscience que le contenu qu'ils postent, qu'ils puissent poster enfin ce qu'ils ont envie de poster, De quoi. manière totalement Sans, libre. sans se sentir mal après à propos d'eux-mêmes et perdre confiance en eux parce que un post aura performé 3 fois moins que d'habitude et que du coup, ils se sentiront moins bien. Et parce qu'il y a beaucoup de transitions, on voit aussi que vu que les réseaux sociaux commencent à durer, il y a au bout d'un moment où tu as tout traité dans le sujet dans lequel tu t'es lancé. Donc du coup, tu divagues un petit peu et tu essayes de te lancer sur autre chose, quelque chose de connecté, mais qui est un peu différent, quelque chose que tu n'as pas abordé tout de suite. Comme tu le disais, toi, tu as commencé par le vestimentaire, après tu as dévié sur la confiance, l'estime de soi, etc. Donc le même principe. Et tu as des gens qui vont se retrouver bloqués à ce niveau-là et qui vont pas oser poster ce qu'ils ont réellement envie de poster parce qu'ils pensent que ça va faire 4 fois moins d'impact que ce qu'ils postent d'habitude. Ouais. Et ce qui est un peu triste aujourd'hui, c'est pour ça que j'aimerais beaucoup que ces likes en Europe finissent par disparaître. C'est aussi pour ça que j'ai lancé ce podcast parce que je voulais avoir un impact. Et sur YouTube, c'est pareil, mes vues sont tombées aussi. Mais je me suis dit, je vais faire ce qui me plaît vraiment plutôt que d'essayer de faire, je sais pas, des challenges ou des trucs. Tu vois, j'ai fait le challenge 1000 pompes sur YouTube, qui a fait quoi, 7-8 000 vues, ce qui est beaucoup pour ma chaîne, entre guillemets, mais qui en soi représente que dalle. Et je me suis aperçu que c'était absolument pas ce genre de contenu que j'avais envie de faire, que ça me déplaisait, et que les gens qui regardaient, en plus, c'était pas mon audience, c'était pas les gens sur lesquels j'avais, enfin, c'est pas ma niche en fait, c'était pas les gens sur lesquels j'avais envie d'avoir un impact. J'ai appris à me nicher un peu plus, et du coup, je me suis dit, on va faire du podcast, on va aller sur des formats plus longs, parce que je parle un peu trop. Et je me suis aperçu de ça très vite. Et que sur une vidéo YouTube, j'avais du mal à faire des formats typés YouTube. Ouais. Entre 5-10 minutes, je débordais beaucoup. Et du coup, j'avais moins de temps d'attention parce que je parlais un peu trop. Et je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne plateforme pour moi. Et autant essayer le podcast. Et là, je vois que le podcast, il fait beaucoup moins d'écoute que forcément les likes, ce que tu veux, parce que c'est nouveau. Donc, tu n'as pas beaucoup de gens qui sont prêts à t'écouter pendant 40 minutes ou autre. Mais ceux qui le font, c'est ma niche en fait. C'est là où je me rends compte, il y a des gens qui sont prêts à m'écouter pendant 40 minutes, qui en tirent de la valeur et sur lesquels j'ai un impact positif et qui, grâce entre guillemets à ce que je vais dire sur ces podcasts, ou là en l'occurrence que tu vas dire, parce que c'est important, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça permet d'avoir de différents avis, différents points de vue qui peuvent apporter tout autant de valeur. Quand je reçois des messages gratifiants comme ça sur Instagram, oh, merci pour tes podcasts, ça change ma vie, etc., je suis hyper heureux. Et c'est là où je me dis, même si ça fait moins de vues aujourd'hui, enfin moins d'écoute entre guillemets, je l'ai vu parce que j'ai aussi, je les poste aussi sur YouTube, les podcasts, et c'est des formats plus longs, je les poste en vidéo, ça fait carrément moins de vues qu'une vidéo standard. Mais j'ai appris à me détacher de ça et je m'en fous. Aujourd'hui, c'est vraiment, je m'en tape. Et au final, je me sens plus épanoui et plus heureux avec moi-même. Et je pense qu'il y a une leçon à en retirer de tout ça, c'est que la frustration n'apporte rien de bon, quoi. Ouais, c'est ça, la frustration n'apporte rien de bon. Et c'est justement cette remise en question dont on parlait tout à l'heure, parce que faut savoir se remettre en question. Moi, à la base, quand j'ai commencé, c'était un blog que j'avais. J'écrivais des articles. Ouais. Ah, d'accord. Et ça n'a pas duré longtemps, parce que ça m'a vite saoulé. Mais voilà. En français? Ouais, ouais, en français, Ok. ouais. Et je me suis dit, ça me saoule ce format. Moi, je fais pas ça pour ça me saoule. Et moi, j'ai envie de m'exprimer en vidéo. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai bifurqué dans les vidéos sur YouTube. Et c'est comme un petit peu toi avec ton podcast, tu vois. Et au final, tu es beaucoup plus épanoui et heureux parce que tu fais ce qui te plaît, quoi. Et parce qu'à la fin, pour les créateurs de contenu, en tout cas, si on fait ça, dans le fond, c'est pour kiffer la life, quoi. Exactement. Et je pense que c'est ce qu'un peu tout le monde devrait rechercher dans peu importe le travail qu'ils font, c'est aimer ce qu'ils font. Ou ne serait-ce que trouver un angle d'approche au travail ou de leur carrière qui leur permet de plus aimer ce qu'ils font. Parce que parfois, tout dépend de justement l'angle d'attaque et l'angle d'approche un petit peu avec lequel on aborde des choses. Ouais, d'accord. Je vois complètement ce que tu veux dire. C'est extrêmement pertinent. c'est riche en sagesse. C'est riche en sagesse. Quel angle d'attaque est-ce que tu peux faire pour changer ta vie au final? Si quelque chose te déplaît dans ta vie, comment est-ce que tu peux prendre la chose pour que ta vie, du coup, commence à te plaire? Et tu as des gens qui vont au travail tous les jours, qui détestent leur travail.
Mais c'est là où il faut se remettre en question et se dire qu'est-ce que je peux faire plutôt que de me plaindre de ce boulot qui ne me plaît pas et de ma routine qui ne me plaît pas aujourd'hui, qui ne me rend pas épanoui, qui ne me plaît pas, qui me rend malheureux tout simplement. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Plutôt que d'attendre que ça tombe en fait. Ou de se dire simplement de se satisfaire de cette situation en disant bah je suis pas capable de faire mieux, c'est ce qu'on m'a donné aujourd'hui, tant pis, j'ai ça, j'aime pas, mais voilà, je continue. Est-ce que tu es capable d'endurer ça encore, je sais pas, 30, 40 ans? Ou est-ce que tu as vraiment envie de t'épanouir et de faire quelque chose qui te plaît et de te lever le matin en disant ah bah c'est cool, aujourd'hui je vais faire ça? Et potentiellement, tu peux devenir heureux d'une situation malheureuse dans le même travail parce que tu le prendras sous un différent angle d'attaque et tu auras des objectifs différents. Tu te poses des objectifs différemment dans ta tête et ça te permet du coup de commencer à apprécier ce que tu fais, à devenir bon dans ce que tu fais. D'ailleurs, j'avais sorti cet exemple dans un de mes podcasts d'ailleurs en donnant tout simplement l'exemple de ma maman qui travaille au Trésor public et qui a commencé au Trésor public vers 22, 23 ans, quelque chose comme ça. Mais je disais, mais est-ce que c'était sa vocation? Est-ce que c'était sa passion, tu vois? Bah non. Sauf qu'aujourd'hui, elle a 56 ans, elle travaille toujours là-bas, sauf qu'elle est devenue experte dans ce qu'elle fait. Et du coup, bah, c'est le fait de devenir expert dans ce que tu fais qui te fait kiffer ce que tu fais, parce que tu sais que tu es bon dans ce que tu fais là. Donc c'est ta valeur ajoutée, donc c'est comme ça que tu apprécies derrière. Parce que tu es devenu bon, c'est ton kiff, c'est devenu ta motivation. Et donc tu n'y vas plus à reculons, tout simplement. Ouais, exactement. L'expertise aide beaucoup à aimer ce qu'on fait. C'est un peu comme tout, Voilà. quand on apprend un instrument, à jouer d'un instrument, tu apprends à jouer de la guitare, au début ça fait mal, t'arrives pas à jouer, c'est tout pourri, c'est une vraie galère, mais c'est à force d'un petit peu s'acharner et commencer à maîtriser le sujet qu'on commence vraiment à prendre du plaisir. Ouais, c'est vrai. Et l'expertise ne vient pas du jour au lendemain forcément, mais c'est en travaillant son craft, en Son continuant craft. continuellement à apprendre, voilà. Et comme ça, plus tu deviens bon dans quelque chose et plus ça va te plaire. Et c'est vrai qu'au tout départ, quand j'ai lancé le podcast, je vois l'exemple le plus concret que j'ai, le plus récent, c'est le podcast. Le tout premier podcast que j'ai fait, je ne savais pas m'exprimer, c'était un nouveau format pour moi, c'était particulier. Et plus je l'ai fait, et plus ça m'a fait kiffer en fait. Et plus je le fais, bah, plus je kiffe et plus j'ai envie de le faire. Donc je me force pas à poster des podcasts, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Et j'ai envie de sortir de ce, de ce stéréotype où tu as des gens qui postent pour poster, tu vois, qui font un malaise quand ils n'ont pas posté sur Instagram tel jour. Ah ouais, mais il faut poster, il faut poster. Ouais, mais est-ce que tu as vraiment de la valeur ajoutée à poster? Est-ce que tu as vraiment envie de poster? Ou est-ce que c'est juste poster pour poster, quoi? Hmm. Tu vois ce que je veux dire Ouais, là-dessus, ouais, ouais? ouais, je vois un peu. Après, je me dis, c'est aussi, entre guillemets, parfois c'est un peu le gagne-pain aussi. Et, Oui, et c'est justement parfois être stimulé par un certain rythme, ça peut justement pousser parfois un peu à la créativité, même si on va avoir voilà. un petit flop de temps à autre, hein. Les moments de Mm, gênance sur Instagram, on en connaît, surtout avec l'arrivée de TikTok. Ah ouais, j'aime pas du tout cette plateforme, moi. Excellent. Alors, j'aimerais aussi parler avec toi de confiance en soi, justement, comme tu le disais si bien. Tu t'es spécialisé là-dedans. Maintenant, aujourd'hui, tu parles beaucoup de confiance, donner aux gens la confiance en eux. Comment est-ce que tu as vu que c'était un problème aujourd'hui, que les gens avaient besoin de prendre confiance en eux? Je pense que c'était ton exemple concret à toi-même quand tu es arrivé, clairement, comme tu disais, obèse, qui ne parle pas la langue, ça a dû te mettre en inconfort tout de suite. Donc tu as dû ressentir le besoin de prendre confiance en toi. Aujourd'hui, on voit que tu es clairement un homme épanoui et tu donnes tes meilleurs conseils sur Oh, YouTube. merci, c'est un Et grand mot. qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme ça, en bref, tes meilleurs tips pour prendre confiance en soi en tant qu'homme ou même en tant que femme potentiellement, mais un tips de tout ce qui pour toi, ce qui est le plus pertinent, et Ouais, j'échangerai aussi avec toi en essayant de rebondir sur peut-être des tips complémentaires, mais je veux bien ton avis là-dessus. Qu'est-ce qui donne confiance en comment on prend confiance comment en on prend soi, tout confiance en simplement? ça? Parce que je sais que c'est très très vague comme Ouais, sujet, c'est un sujet. mais il y a beaucoup à parler. Mais là, qu'est-ce qui t'arrive comme ça dans la tête? Comment quelqu'un qui n'a pas du tout confiance en lui aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut mettre en place Bah, pour tout de suite prendre un petit peu, je dis pas qu'il va prendre confiance en lui demain forcément, mais comment on fait pour le mettre sur les bonnes rails? ouais. Alors, déjà, je pense, hein, c'est qu'il faut prendre conscience et accepter qu'on n'est pas au top niveau confiance. Ok, ça c'est déjà la première étape, hein. C'est d'assumer et de dire, ouais c'est vrai, j'ai pas trop confiance en moi, ça se voit en fait, regarde, dans ces situations-là, etc. Ça montre en fait que j'ai pas confiance en moi et il faut l'accepter. Parce que rien que parfois se le dire à soi-même, eh ben, on préfère être dans l'inconscience, fermer les yeux par rapport bah, à notre réalité. Et la première chose, c'est déjà voilà, s'en rendre compte et vouloir l'accepter pour justement pouvoir progresser. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite,
comme tu l'as dit, hein, la confiance en soi, c'est un sujet tellement vaste et il y a énormément de choses qu'on peut faire. Mais s'il faut résumer la confiance en soi, elle s'acquiert. En fait, il faut bien la dissocier de l'estime de soi. Tu vois, la Hmm. confiance en soi et l'estime de soi, c'est vraiment deux choses qui sont tout à fait différentes et qui, on mélange. On l'entend de partout, hein, beaucoup de bullshit partout, des personnes qui mélangent ça. Mais c'est différent parce que la confiance en soi, on peut avoir confiance en soi pour justement euh, soulever 140 kilos au squat, hein, tranquille, 5 reps. On a la confiance sous la barre, on est bien. Mais on peut avoir moins confiance pour éventuellement s'exprimer en public. Hmm. Ou on peut avoir confiance en soi pour faire des vidéos et les poster sur YouTube, mais on a peut-être moins confiance en soi pour aller descendre une pente au ski. Tu vois. Donc en fait, au final, on idolâtre, hein, la confiance en soi comme étant la chose qu'il faut absolument avoir, mais il faut déjà se rendre compte que la confiance en soi dépend de ce qu'on fait. Hmm. En fait, ça va dépendre de la chose qu'on fait. Et du coup, dans le fond, ce qu'il faut travailler, c'est pas tant la confiance en soi, mais c'est l'estime qu'on a pour soi-même. Et l'estime de soi, qu'est-ce que c'est? C'est notre capacité à croire qu'on est capable de faire quelque chose et notre capacité à croire qu'on est digne d'être aimé et d'être heureux, épanoui. Et c'est en fait la réputation qu'on a de nous-mêmes par rapport à nous, tu vois. C'est l'image qu'on a de nous. Et en fait, si on a une Hmm. image positive de nous, si on a une bonne estime de nous, même lorsqu'on n'aura pas confiance pour faire quelque chose, on va savoir au fond de nous qu'on est capable de faire cette chose-là. On va savoir que on a la capacité de réussir à faire face aux difficultés et aux problèmes que cette chose à faire engendre pour, et qu'on va réussir à la faire au final, par le travail, par l'effort ou quoi que ce soit. Et en fait, ce qu'il faut travailler, c'est son estime de soi. Parce que si on a une bonne estime de soi, et ben après, on est entre guillemets, on est un peu inarrêtable. Parce que, ok, ça va être dur, ok, on sait pas faire, mais on croit en soi et du coup, on le fait. Et c'est vrai Hmm. que simplement le fait de dire ah mais crois en toi, ah mais fais-le, mais allez, pense à rien, machin, bah c'est vrai que c'est un peu facile comme conseil parce que comment veux-tu croire en toi si l'image et la réputation que tu as de toi-même, elle est faible. Tu vois, Hmm. si tu as une mauvaise image de toi, que au quotidien, par tes actions, tu te prouves en fait, inconsciemment, que t'es pas quelqu'un qui fait les choses, t'es pas quelqu'un qui assure, en gros, comment tu veux le moment venu de aller voir une señorita, enfin une femme, ou d'aller faire une action un peu compliquée, lancer son entreprise, quitter son job, partir à l'étranger, comment tu veux le faire si au quotidien, par tes actions, eh ben, tu te prouves le contraire. Du coup, le vrai conseil, vraiment le truc à faire en fait pour justement builder son estime de soi et avoir plus confiance en soi au quotidien, c'est tout simplement de chaque jour, tous les jours, hein, faire ce qu'on est censé faire. C'est juste ça. C'est faire ce que notre cœur nous dit qu'on doit faire. C'est tout. Et être un minimum discipliné. Par exemple, se lever tôt le matin, faire son lit, ranger sa chambre. Tu vois. Quand tu es au travail, tu vas pas voilà, tout mou, tu te plains pas au travail, mais justement, tu fais ton maximum au boulot. Quand tu es à la salle de sport, tu t'entraînes. Tu n'es pas en train de jouer avec ton téléphone. Quand tu es avec tes copains, tu essaies de discuter, tu essaies de faire de ton mieux. Et en fait, c'est simplement le fait de tous les Hmm. jours faire les choses bien et faire les choses du mieux qu'on peut. Et petit à petit, ça au quotidien, ça va reconstruire notre estime de nous-mêmes. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir des objectifs aussi, parce que lorsqu'on a des objectifs, eh ben, on se dit, on va aller là-bas. Du coup, on se dit, quelles sont les choses que je dois faire pour aller là-bas? Tu les listes un petit peu, tu as une idée globale. Et après, il suffit juste au quotidien, t'honores justement cette façon, en fait, c'est-à-dire, t'honores ce comportement que tu dois apporter justement pour arriver à ce résultat-là, atteindre tes objectifs. Et si tu honores ça au quotidien, même si tu n'atteins pas ton objectif, même si tu ne deviens pas millionnaire, même si voilà, tu n'as pas fait les 200 kilos au squat, bah c'est pas grave. Tu auras confiance en toi, tu auras une bonne estime de toi parce que tous les jours, tu t'es honoré et tu as fait ce qu'il fallait faire par rapport à ce que toi et la personne que tu as envie d'être. Donc voilà le conseil que je Donc donnerais. tu t'es respecté, ouais. Voilà, c'est ça, c'est se respecter au final. C'est ne pas se manquer de respect à soi-même dans les actions qu'on fait au quotidien. Et ça passe par les toutes petites choses, hein. Vraiment, quand je dis faire son lit, ça a l'air con comme ça, mais juste ça, ou faire la vaisselle tout de suite plutôt que la laisser traîner, c'est les petits trucs comme ça qui te prouvent à toi-même que tu as une haute estime pour toi ou pas. Fumer une clope en soirée ou pas la fumer. Hmm, Boire un d'accord, verre en ok, plus ou ok. pas, tu vois. Abuser ou pas.
Ah, je comprends le point de vue. C'est génial. C'est pas du tout comme ça que je l'aurais formulé, donc je trouve ça génial, au contraire, parce que ça me donne un avis différent et super pertinent d'ailleurs. C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça, mais j'aime beaucoup ton angle de vue là-dessus, d'apprendre à se respecter. En fait, c'est comme ça que petit à petit, on est amené à prendre confiance en soi parce qu'on se respecte, on s'accomplit, on fait les choses, comme tu disais, faire son lit le matin. Je trouve que c'est extrêmement important aussi parce que ça donne un premier sentiment d'accomplissement, parce que c'est la première chose qu'on doit faire le matin. En se levant comme ça, on dit on a déjà pas rien fait aujourd'hui, on a déjà fait quelque chose, on a fait notre lit, c'est déjà une tâche entre guillemets. Mm. Donc on se respecte, on s'accomplit et petit à petit, on apprend à s'aimer. Ce que je dirais, s'aimer soi-même, c'est déjà extrêmement important plutôt que d'avoir son bonheur qui dépend de quelqu'un d'autre. C'est une grosse erreur que j'avais fait sur le passé. D'ailleurs, il y a peut-être moyen qu'on se reprenne sur un différent podcast pour parler des senioritas, justement, et Avec des plaisir. relations amoureuses, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, justement. D'avoir son bonheur qui dépend d'une autre personne. En l'occurrence, c'est souvent comme ça que ça se passe dans une relation malsaine. Et d'apprendre à s'aimer soi-même et d'être heureux avec soi-même avant d'envisager autre chose. Et je pense que c'est les fondations qui manquent à beaucoup de gens, en effet. Ah oui. Que ces fondations, tant qu'elles ne sont pas construites, on peut prendre tous les conseils du monde, mais ça ne nous mènera pas à grand chose. C'est Ouais. comme quand tu construis une maison, forcément les fondations sont pas là, tu peux construire autant que tu veux, ça tiendra jamais debout. Ouais. On Excellent. met des coups d'épée dans l'eau, tu vois. Et Hmm. malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai que comme la confiance en soi, etc., c'est un problème que beaucoup de personnes rencontrent, on voit beaucoup, hein, moi je le vois, ça m'énerve un peu, mais on voit des soi-disant experts, des gens qui apparemment ils ont dédié leur vie à ça, dire tellement de bullshit et vendre en fait tellement un petit peu du rêve en justement apprenant aux gens à mettre des coups d'épée dans l'eau. Parce que c'est vrai que dans la D'accord. confiance en soi, on voit un petit peu, et moi je le dis parce que c'est un peu ce que j'ai vécu, parce que justement quand j'essayais de gagner en confiance en moi, j'appliquais un peu ces méthodes entre guillemets. Par exemple, et c'est des choses qui restent seulement, en fait, c'est des coquilles vides. C'est par Hmm. exemple le fait de, on dit pour avoir plus confiance en soi, faut aller aborder plein d'inconnus et faire n'importe quoi dans la rue, ou c'est de se déguiser et apparaître en plein milieu je sais pas moi, d'une soirée et être complètement ridicule entre guillemets, et pour entre guillemets s'affranchir du regard des Ah, autres. d'accord. Et on entend beaucoup de méthodes comme ça, aborder dans la rue des filles, faire le clotard comme ça, et poursuivre poursuivre des gens juste pour leur parler, parce qu'apparemment c'est ce qui va donner confiance en toi. Mais pas du tout en fait. Pas du tout, parce que Hmm. au final, la personne que tu es, elle est toujours aussi fragile. Ton estime de toi, elle est toujours un peu faible. Et du coup, en fait, c'est juste se déguiser, mettre un masque. Et c'est vrai que dans le monde du développement personnel, on vend beaucoup de masques aux gens, malheureusement. Excellent. Excellent, Plutôt que excellent. de leur J'aime vendre des beaucoup. haltères pour se faire du vrai muscle. J'aime beaucoup ton raisonnement là-dessus, José. On arrive bientôt à la fin du podcast. Ça fait déjà 1 heure qu'on se discute, c'est génial. Je pense à chaque fois, c'est toujours pareil. Tu Le vois, quand je temps démarre un file. nouveau podcast, je me dis que jamais ça durera autant de temps. Et je me dis à chaque fois, ça va durer un quart d'heure, 20 minutes. Mais non, non, il y a tellement de choses à dire et on prend tellement de plaisir en plus à échanger. C'est génial, enfin, en tout cas pour ma part. Le Et plaisir partagé. Hein. j'ai juste une dernière question pour toi. Hmm. Quelque chose qui va te projeter. Imagine que demain, tout ce que tu as créé jusqu'à présent a disparu. Donc personne n'a de traces de ce que tu as fait. Toutes tes vidéos ont disparu. Tout disparaît. Mais tu peux laisser derrière toi que 3 choses que les gens se souviendront à propos de toi. Quels seraient ces 3 points qui pour toi sont les plus pertinentes et importantes dans ce monde, qui sont des vérités pour toi, qui sont les plus importantes, comment, ton mantra qui te tient à cœur, tes 3 points Ah, ouais, que tu sais qu'au fond de toi c'est vrai et que tu veux transmettre aux ouais. générations futures. Déjà, le premier, sûr, c'est que c'est ce que je dis souvent sur YouTube, et c'est tout le monde a le droit de se sentir fresh. Tout Hmm. le monde, en gros, a le droit de se sentir bien avec lui-même, de se sentir bien dans sa peau, et en gros d'être épanoui, tout simplement. Tout le monde, ça c'est un truc, tout le monde devrait pouvoir le faire ça. Et c'est un peu le but de ma chaîne, c'est d'essayer d'aider un maximum de personnes comme ça, parce que c'est ne serait-ce que 10 personnes que t'aides à s'épanouir, et elles s'épanouissent et elles rayonnent comme ça sur le monde, et ben leur rayonnement touchera d'autres personnes, et comme ça de fil en aiguille, et ben on peut, à petite échelle, on change entre guillemets un petit peu le monde, parce que pour moi vraiment tout le monde a le droit et peut se sentir bien dans sa peau et être épanoui dans sa vie. Ça déjà, c'est le premier truc que vraiment j'ai envie de laisser, tu vois, ça c'est le gros message. Mhm. Ensuite, deuxième, je dirais que c'est le fait de justement laisser
laisser notre marque un petit peu sur Terre. Je pense que on n'est pas tout le monde, personne n'est né pour rien. Et tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit, on a tous en fait quelque chose à apporter au monde. On est tous là pour quelque chose, on a tous entre guillemets une petite mission. Et, euh, et je pense que c'est super super important, ça c'est que les gens honorent justement cette mission qu'ils ont à accomplir sur Terre. Et qu'ils voient ça pas comme d'un point de vue entre guillemets égoïste ou centré sur soi-même en mode je fais le truc parce que c'est mon devoir, mais plutôt on a tous quelque chose à apporter. Et c'est vraiment une contribution, on a tous une contribution à donner. Et en fait, c'est un peu lié avec le point précédent. C'est parce que c'est seulement en s'épanouissant, en étant bien avec soi-même, etc., qu'on va pouvoir justement, deuxième point, le répandre partout et justement contribuer à rendre ce monde meilleur. Ce que je dis tout le temps sur la chaîne, rendons ensemble ce monde meilleur. Ça, ce serait le deuxième point. Et troisième point, mon cher ami, troisième point, c'est qu'il faut être positif. Mon gars, faut être positif, faut être un peu le soleil. Moi, j'aimerais, s'il y a quelque chose vraiment à laisser, c'est que peu importe les difficultés, peu importe ce qu'on a, on a toujours le choix un petit peu de voir les choses du bon côté. Et d'être, il faut essayer justement d'être un rayon de soleil pour les autres, répandre de la positivité et montrer au fait que le bonheur, entre guillemets, c'est seulement un choix au final. Excellent. Voilà les 3 points. Oh putain. Excellent. Je suis On s'est chauffé. très puissant tes messages. Je trouvais ça génial. Je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui sur le podcast. On a discuté maintenant une petite heure déjà. Ça va, c'est super. Petit secret pour ceux qui... Bon, pour le moment, je suis à Valencia. José est à Chambéry. Mais pour ceux qui ne le savent pas encore, à savoir personne ne sait, le 24 août, Monsieur José a pris la décision de venir me... rejoindre. On va le dire. Ah, j'ai cru que tu me faisais ça. Ah non, mais je faisais les... c'est le mouvement des faut doigts. pas le dire. Il vient me rejoindre à Valencia quelque temps. Ici, passer un peu de temps dans un pays dans lequel il n'aura aucun mal à s'intégrer puisqu'il maîtrise déjà la langue. Mais au moins, ça va être super cool de pouvoir passer un peu de quality time ensemble puisqu'on se connaît depuis un petit moment, mais on a partagé des moments réels qu'une seule fois. Et là, ça va être l'opportunité de potentiellement créer davantage de contenu ensemble et de rigoler et de profiter du soleil espagnol. C'est ça, et de s'entourer de personnes qui ont un bon mindset. Exactement, ouais. C'est souvent quelque chose aussi que je dis quand je suis venu m'installer ici. J'essaye de faire venir des gens que je connais qui ont un impact positif sur moi et qui partagent les mêmes valeurs. Et je pense que s'entourer de ces personnes-là, ça te rend encore meilleur et plus productif. Parce que parfois, quand tu es tout seul et que tu n'es pas entouré de ce genre de profil et que tu as un peu la flemme, entre guillemets, d'avancer sur un projet qui te tient à cœur, je pense que d'avoir cet entourage, ça te permet de faire péter cette flemme et de te motiver les uns et les autres et ainsi de tous se tirer vers le haut plutôt que d'être tout seul et d'être envahi par la négativité, parce qu'il est plus facile d'être négatif que positif dans ce monde malheureusement. Et le fait de bien s'entourer, ça peut faire une grande différence. Et j'essaye comme ça de ramener quelques collègues qui sont eux entrepreneurs aussi, qui peuvent se permettre de travailler de l'étranger et qu'on ait un peu tous un impact positif les uns sur les autres, qu'on se pousse tous vers le haut et qu'ensemble on monte et qu'on devienne tous meilleurs. Donc voilà, c'était un peu le mot de la fin. José, si tu n'as rien à rajouter, c'était... Je voulais surtout te remercier pour m'avoir invité dans ton podcast. Franchement, c'est excellent. Ce fut un vrai plaisir en tout cas de partager avec toi, Quentin. Et avec tous les internautes. Avec tous les internautes, grand plaisir partagé, mon ami. C'est génial. Là, ce sera disponible aussi sur du YouTube en version vidéo. On s'est filmé en même temps. Donc, si jamais l'approche vidéo vous branche, pourquoi pas sauter directement sur YouTube. Bon, je dis ça à la fin. Donc, forcément, si à la fin, tu l'as déjà écouté en entier, je pense pas que ce soit nécessaire. Mais voilà, en tout cas, merci encore à José. Si vous avez la moindre question pour lui, où est-ce qu'on peut te retrouver aujourd'hui? Vous pouvez me retrouver, les gars, sur Instagram. C'est là que je suis le plus réactif. Hola Monsieur. Et sinon, sur YouTube, regardez les vidéos. C'est toujours Hola Monsieur. Ce sera un plaisir de discuter avec vous, les gars. H-O-L-A comme Hola, tout simplement, et Monsieur comme Monsieur, tout simplement. Très facile, rapide, efficace. Voilà, génial. On a terminé pour aujourd'hui. Mon ami, ce fut un grand plaisir. Plaisir partagé. On se voit à la prochaine. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant? C'est laisser une review sur le podcast parce que c'est ce qui permet au podcast de vivre et de proliférer le message
à de plus en plus de monde. Donc il faut pour ce faire laisser un 5 étoiles ou comme tu veux, mais surtout un message, commentaire sur Apple Podcast. Donc si c'est possible pour toi de prendre 2 petites minutes, c'est grâce à toi que le podcast grandit au jour le jour. C'est grâce à toi que de plus en plus de monde connaissent le podcast et ainsi peuvent bénéficier d'expériences externes des miennes ou de gens comme José, qui n'est que le premier d'une longue liste d'invités avec lesquels on peut partager un nombre de choses énormes. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas juste mon avis aujourd'hui, enfin, il n'y a pas que mon vécu, mon point de vue, il y a aussi le sien. Et c'est ce que je trouve génial, c'est de mettre en lumière des gens qui ont, de mon opinion, un impact positif aussi sur la vie. Donc voilà, très très bien, merci encore d'avoir écouté le podcast aujourd'hui. On se dit à la prochaine et peace.